Que pense le judaïsme de la vaccination anti-Covid? Il y a plus d'1 an maintenant, une épidémie, une pandémie à point en Chine, fin 2019. Elle s'est étendue dans le monde entier, elle est devenue pandémie. Elle a causé près de 2 millions de morts, elle a obligé la quasi-totalité des pays à se confiner. En ce début 2021, la question qui se pose à nous, et heureusement, c'est celle de la vaccination anti-Covid. Quelle est l'éthique en général et l'éthique du judaïsme face à l'opportunité d'une telle vaccination? On ne peut pas se suffire de la balance bénéfice-risque de la vaccination générale, même si elle a fait ses preuves depuis 1796, date de la première vaccination humaine contre la variole par le médecin Édouard Jenner. D'ailleurs, à cette époque, ce fut plutôt une inoculation du pus d'une lésion de la variole d'une personne qui était malade à une personne qui ne l'était pas, justement pour la vacciner. Parce que chaque type de vaccination doit être évalué et se justifier. Dans le cas de la vaccination anti-Covid, commercialisée à ce jour par les laboratoires Pfizer et Moderna, 2 éléments attirent notre attention et nous font craindre pour cette vaccination plus que pour les autres. C'est la rapidité record de son développement, ainsi que la nouvelle technologie mise en œuvre pour ce vaccin ARN. Ce sont ces 2 éléments qui ont attisé des craintes et suscité des questions légitimes. Donc avant d'entamer les questions éthiques et halakhiques propres au judaïsme que soulève cette vaccination, il convient de connaître la singularité médicale, biologique de cette vaccination par rapport au vaccin classique. Donc c'est cet aspect que nous envisagerons dans un premier temps avant d'envisager l'aspect proprement éthique et halakhique. Il faut rappeler que ces 2 vaccins ne sont que les 2 premiers dans un lot de 47 vaccins qui sont en train d'être évalués par des essais cliniques dans le monde. Le principe général de la vaccination consiste Qu'en est-il donc du vaccin anti-Covid? Le principe général des vaccins consiste à injecter dans l'organisme par voie sous-cutanée ou intramusculaire l'agent infectieux duquel on voudrait se prémunir sous une forme atténuée ou inactivée. Parfois, on n'injecte d'ailleurs qu'une partie de ses composants. Le but de ce premier contact, c'est de préparer l'organisme à un contact ultérieur avec cet agent pathogène, parce que l'injection du vaccin aura stimulé les cellules immunitaires mémoire capables de reconnaître et de neutraliser cet agent le jour où l'organisme y serait exposé naturellement. Le modèle des vaccins ARN a pu être suggéré au laboratoire par le processus d'infection des virus ARN, par exemple celui de la poliomyélite ou de la rougeole, parce que ces virus font fabriquer à la cellule infectée une protéine qui s'appelle l'ARN réplicase pour pouvoir eux-mêmes fabriquer leur ARN et ainsi se multiplier au sein de la cellule qu'ils parasitent. La singularité donc de ce vaccin consiste à injecter non pas l'agent infectieux lui-même, mais l'ARN, qui est un acide nucléique, qui, une fois introduit dans les cellules musculaires du site d'injection, va stimuler la fabrication des fragments de l'agent infectieux au sein du cytoplasme de ces cellules. Ces fragments protéiques qu'il va fabriquer vont à leur tour déclencher une réponse immunitaire significative et protectrice.
Quelle est cette protéine que l'ARN messager va fabriquer? C'est la protéine spike. Cette protéine est présente normalement sur la surface du virus Corona SARS-CoV-2. Cette protéine, qui se situe donc sur la surface du virus, normalement, elle constitue la clé à partir de laquelle le virus peut s'accrocher sur les cellules de l'organisme pour y pénétrer et les infecter. Donc, ce choix d'un virus ARN plutôt qu'un virus à ADN a été fait pour que la protéine spike puisse être introduite directement dans le cytoplasme des cellules de la personne vaccinée sans passer par le noyau. Donc les molécules d'ARN étant 10 fois plus grosses qu'un antigène protéique, il a besoin d'être transporté par une particule nanolipidique, c'est-à-dire un petit morceau de graisse, pour que cet ARN vaccinal puisse pénétrer jusqu'aux cellules et donc les stimuler à fabriquer la protéine spike comme le ferait le virus. La composition de ces particules nanolipidiques ressemble à celle des lipides qui sont situés dans les membranes cellulaires de notre organisme et ne présentent aucun risque. Lorsqu'une personne est vaccinée avec la formule de Pfizer, elle reçoit 30 microgrammes d'ARN et dans la formule de Moderna, elle reçoit 100 microgrammes d'ARN. En pratique, la formule Moderna est 2 fois plus concentrée que celle de Pfizer. C'est pourquoi elle peut se révéler plus efficace, mais aussi elle peut présenter plus d'effets secondaires. Ceci est à voir en pratique dans la réalisation de la vaccination sur un grand nombre de patients. Quelles ont été les caractéristiques des essais cliniques menés par Moderna et Pfizer? Les deux, ils ont testé leur formule sur des milliers de personnes dans des centres de tests indépendants. Moderna uniquement aux États-Unis, mais Pfizer aussi bien aux États-Unis qu'en Amérique du Sud, qu'en Afrique du Sud, en Allemagne et en Turquie. Des patients ont été testés, plus de 30 000 pour Moderna sur des patients de plus de 18 ans et 43 548 pour Pfizer sur des patients de plus de 16 ans. Ces patients ont été répartis au hasard en nombre équivalent dans le groupe placebo et dans le groupe où il y avait le véritable produit du vaccin. Les personnes du groupe vaccinal ont reçu 2 doses espacées de 28 jours pour le Moderna et de 21 jours pour le Pfizer. Les scientifiques aux commandes des essais cliniques pour chaque firme pharmaceutique ont consigné donc la survenue de cas de maladie Covid, symptomatiques ou sévères, dans les 2 groupes pour voir quelle a été l'efficacité de leur formule. Et nous verrons qu'effectivement, cette efficacité pour Moderna, elle a été de 94%, alors que chez Pfizer, elle a été de 86%. Les effets secondaires ont été bien sûr plus fréquents dans le groupe vaccinal plutôt que dans le groupe placebo, ce qui témoigne justement de la bonne stimulation du système immunitaire par ces vaccins. Mais tous les deux ont présenté un profil de sûreté similaire. Les effets secondaires ont consisté dans une douleur localisée au site d'injection, et pour les effets secondaires systémiques, ça a été une fatigue, des maux de tête, des douleurs musculaires en général, qui disparaissent en 2-3 jours, à peu près comme les autres vaccins que nous connaissons déjà. Que dire sur le plan pratique? Oui, effectivement, le vaccin Moderna, il existe une organisation logistique moins complexe parce qu'il peut être conservé à moins 20 degrés durant le transport, alors que celui de Pfizer exige une température très basse, moins 71 degrés, et donc la chaîne de froid doit être conservée jusqu'au site d'injection.
Les avantages de ce vaccin ARN plutôt qu'un vaccin à virus réel. Les vaccins ARN évitent tout le travail de production des virus vivants. Qu'ils soient atténués, inactivés ou recombinants, ici, on n'a pas besoin de fabriquer les virus avec les dangers inhérents à la fabrication de ces virus. De même, on n'a pas besoin de purifier les protéines virales. De plus, les molécules d'ARN sont plus simples à manipuler et à fabriquer que les protéines virales qui sont synthétisées par voie enzymatique. La fabrication des molécules d'ARN sont également plus faciles à produire et il n'y a pas nécessité d'adjuvants chimiques, donc une meilleure tolérance clinique. Donc ce vaccin ARN favorise une production d'anticorps neutralisants, mais aussi des lymphocytes T spécifiques de l'antigène, parce que la protéine Spike produite par l'organisme est extrêmement proche de sa conformation naturelle dans le virus sauvage. Cette protéine S, elle n'a pas été découverte en 2010, elle a été découverte déjà lors de l'épidémie de 2003 par le SARS-CoV-1. Et donc, le vaccin ARN a été, connaissant la protéine qu'il devait fabriquer, on a fabriqué plus facilement donc cet acide nucléique qu'est l'ARN. Il a été donc fabriqué rapidement, il est plus facile à produire, il est sans effet secondaire lié à ses adjuvants. C'est cet ensemble qui a fait que ce vaccin a été fabriqué avant les autres. Également, l'investissement financier et technique des fonds publics et des fonds privés a fait qu'il a bénéficié d'une rapidité de mise au point plus que les autres. Quelles sont les inquiétudes qu'on peut avoir par rapport à ce vaccin? Alors, sur le plan technique, nous avons évoqué la fragilité des molécules d'ARN qui sont instables lorsque la température n'est pas respectée. Donc, la chaîne du froid doit être respectée absolument. Les effets secondaires à long terme ne nous sont pas connus, tout simplement parce que nous n'avons pas suffisamment de recul, mais on peut imaginer qu'ils ne soient pas très importants. En tout cas, l'avenir nous le dira. L'ARN injecté via ce vaccin n'a aucun risque de transformation sur notre génome, puisque l'ARN va produire cette protéine Spike au sein du cytoplasme. Il n'a pas besoin d'y entrer pour cette synthèse de la protéine Spike. C'est donc en dehors du noyau cellulaire que tout va se passer. De même, cet ARN messager n'est pas intégré dans les cellules des gonades. On n'a pas besoin qu'il aille jusque-là. D'ailleurs, cet ARN messager va vite disparaître dès lors qu'il a provoqué, qu'il a induit la fabrication de protéines S. Il n'est plus nécessaire, il va être détruit par l'organisme et la protéine Spike, elle aura induit la fabrication d'anticorps. Elle pourra disparaître elle aussi dans un laps de temps assez rapide. C'est pourquoi d'ailleurs il faut une deuxième injection pour de nouveau fabriquer cette protéine Spike pour qu'elle stimule les cellules mémoire immunitaires. Quelle est la balance bénéfice-risque par rapport à ce vaccin? Cette balance, il faut la confronter aux conséquences pathologiques et mortelles de la maladie contractée pour pouvoir comparer donc la balance bénéfice-risque. La maladie Covid a impliqué, du fait de sa contagiosité, énormément de malades. Les malades recensés au jour d'aujourd'hui ont été de 90 millions à peu près, dont 50 millions ont été guéris, il y a eu 2 millions de morts et il y a eu 216 décès par 10 000 malades. Ça, c'est sur le plan mondial. En France, il y a eu 2,5 millions
de malades, 200 000 personnes ont été guéries et à peu près 70 000 sont décédées. Autrement dit, il y a eu à peu près 240 morts par 10 000 malades, ce qui fait un décès sur 200 malades. Ce pourcentage, bien sûr, doit être pondéré en fonction de l'âge. Pour vous donner une idée, pour les plus de 80 ans, il y a eu 15 décès pour 100 malades. Quant aux patients qui ont été guéris, il faut savoir qu'un grand nombre d'entre eux présentent encore aujourd'hui des séquelles d'une gravité variable, soit de la simple fatigue ou des troubles du sommeil, à des situations plus compliquées de fibrose pulmonaire, de syndrome coronarien ou encore d'insuffisance rénale. Ces complications peuvent mettre le pronostic vital en jeu à plus ou moins long terme. Il faut savoir encore qu'aucun traitement anti-Covid n'a fait ses preuves au jour d'aujourd'hui. On a pensé un moment que la chloroquine avait un effet, mais aucune étude n'a prouvé son efficacité. Il faut encore relever que les personnes âgées comme celles qui présentent des antécédents médicaux importants, tels que le diabète, l'hypertension et l'obésité, ont été plus atteintes que les personnes saines ou bien que les jeunes personnes ou les enfants. Et que les hommes ont été plus gravement atteints que les femmes. Les effets secondaires relevés après la vaccination anti-Covid, outre ceux qui ont été déjà relevés lors des essais cliniques, ceux-là, ils vont être, on va continuer à les surveiller, on va continuer à les surveiller par l'organisme qui s'appelle l'Agence nationale de la sécurité des médicaments, qui a mis 2 procédés pour surveiller les effets indésirables qui vont se révéler au fur et à mesure qu'un grand nombre de patients se seront fait vacciner. Il y a d'une part le réseau des centres régionaux de pharmacovigilance, donc qui va surveiller en temps réel le profil de sécurité des vaccins à partir des déclarations qui seront faites par les médecins qui en charge de la vaccination ou bien par les personnes vaccinées elles-mêmes. Et d'autre part, il y aura un suivi pharmaco-épidémiologique qui est assuré par le groupement d'intérêt scientifique qui s'appelle EPIPHAR. Il faut aussi noter que ces vaccins, avant d'être commercialisés, ils ont bien sûr obtenu l'autorisation de mise sur le marché par la Commission européenne et par des organismes nationaux pour chaque pays, et qu'aucun décès n'a été imputable au vaccin lors des essais cliniques. Il faut rapporter tout de suite qu'à un certain moment, on a signalé 6 décès lors des essais cliniques. La FDA a indiqué en décembre 2020 que ces 6 patients qui sont décédés dans l'essai clinique Pfizer l'ont été pour 4 d'entre eux dans le groupe placebo, donc le vaccin n'est absolument pas en cause, et que les 2 autres cas, ils ont été constatés dans le groupe vaccinal chez des patients de plus de 55 ans, dont l'un a fait un arrêt cardiaque 62 jours après la seconde injection, et l'autre est décédé 3 jours après la première injection, alors que ce patient souffrait d'artériosclérose et qu'aucun lien de causalité n'a été établi avec le vaccin. Voilà pour les données cliniques. Abordons maintenant l'approche alarique. Quelles sont les considérations médicales qui doivent entrer en jeu dans l'approche alarique? Elles sont de 3 ordres. D'abord, le caractère mortel de la maladie. Il faut savoir, nous l'avons signalé, qu'en France, il y a eu 247 décès pour 10 malades tout venant, c'est-à-dire un décès sur 200 personnes malades. Mais il faut le pondérer en fonction de l'âge. Il a été de 1% pour les patients entre 50 et 60 ans, mais de
plus de 3% pour les 60-69 ans, il a été de 8% pour les 70-79 ans, et de à peu près 15% pour les plus de 80 ans. Donc la mortalité est plus importante avec l'âge. D'où la nécessité de vaccination chez les personnes plus âgées. La contagiosité de cette maladie est aussi un facteur important parce que ceux qui ne sont pas malades aujourd'hui pourraient l'être demain. Et nous savons que cette contagiosité est augmentée du fait des 2 variants qui ont été relevés en Afrique du Sud et en Grande-Bretagne. Et donc cette contagiosité va nous inciter à davantage vacciner dans la mesure où les personnes en bonne santé aujourd'hui peuvent demain devenir malades en grand nombre et donc il y aurait davantage de morts. Le troisième élément qui incite à la vaccination, outre donc la mortalité et la contagiosité, c'est l'absence de traitement curatif pour cette maladie. Donc, sachant que cette maladie n'a pas de traitement et que les virus peuvent muter et devenir plus agressifs et plus contagieux, donc tout cela nous incite à pratiquer la vaccination. Le principe halakhique qui prévaut pour faire injonction aux Juifs d'agir préventivement contre cette maladie Covid est celui de la préservation de la vie, tel qu'il apparaît dans le verset du Lévitique qui nous dit « Vous observerez mes décrets et mes préceptes, que l'homme fera et vivra avec eux. » Et ce précepte est interprété par Shmuel dans le traité Yoma 85b ainsi. Que signifie qu'ils vivent avec eux? C'est qu'ils vivent avec ces préceptes et non pas qu'ils meurent de leur fait. Autrement dit, la vie n'est pas seulement un bien de jouissance pour l'homme, elle revêt le caractère d'une valeur suprême, puisque la vie prime sur l'observance de tous les préceptes, excepté 3, que sont l'idolâtrie, la débauche et le meurtre. C'est pourquoi le Talmud déclare dans le traité Yoma 84b « On portera assistance à autrui pour sauvegarder sa vie, même au prix de la profanation du Shabbat. Celui qui est empressé de le faire est digne d'éloge, et nul besoin en pareille circonstance de demander l'autorisation d'un tribunal rabbinique pour profaner le Shabbat, pour sauvegarder la vie. » Maïmonide donc retiendra cet enseignement talmudique comme décision halakhique dans son Mishneh Torah, dans les lois relatives au Shabbat, chapitre 2. Un autre verset est évoqué souvent par nombre de personnes, c'est le verset du Lévitique qui nous dit « Venishmartem me'od lenafshotechem » vous veillerez beaucoup sur votre vie. Cependant, ce verset qui se trouve dans le Deutéronome chapitre 4 ne traite pas directement du bien-être physique de l'homme, mais plutôt de la préservation de la corruption de l'âme par l'idolâtrie, et en particulier, il nous demande de ne pas attribuer de corporéité au Dieu, à notre Dieu, au Dieu d'Israël, parce que le verset se poursuit en disant « Car vous n'avez vu aucune image lors de la théophanie du Sinaï. » Donc le Dieu des Hébreux, c'est un Dieu pur esprit, esprit pur. Donc, du fait du principe de la préservation de la vie, nous devons veiller sur notre propre vie, donc en nous préservant de cette maladie par les gestes barrières, mais aussi par la vaccination. Mais il y a un autre impératif qui consiste à préserver la vie d'autrui. Ce principe se base sur le verset du Lévitique chapitre 19 qui dit « L'ota'amod adam re'echa » ne reste pas indifférent au sang de ton prochain. Cette assistance s'impose même s'il y a une prise de risque pour celui qui intervient. Ou par exemple, s'il y a le risque d'une erreur médicale,
lorsque un médecin intervient et réalise une assistance médicale à quelqu'un qui est en danger. C'est d'ailleurs le sens que confère Nachmanide au verset « Soigner, il soignera ». Cette redondance est interprétée par Nachmanide comme étant la prise de risque que l'on met en jeu lorsqu'on soigne quelqu'un. Donc c'est l'erreur médicale qui est toujours possible. Néanmoins, cette prise de risque, elle doit être calculée. Si une personne ne sait pas nager, il n'est pas question qu'elle aille sauver quelqu'un de la noyade, sachant qu'elle pourrait elle-même se noyer. Donc, du fait que la vaccination protège celui qui se fait vacciner, il faut savoir que ce faisant, il protège aussi les autres, parce qu'il ne va plus être vecteur du virus, puisque dès lors que le virus va l'atteindre, son organisme va combattre ce virus et ne pourra plus être porteur sain. En tout cas, il le sera moins que quelqu'un qui n'est pas vacciné. Donc, en se faisant vacciner, la personne contribue à son propre bien-être, mais aussi au bien-être d'autrui. Et c'est ainsi que la vaccination de masse, qui est appelée en hébreu le Chisun Haeder, répond aussi à une question de santé publique. C'est d'ailleurs ainsi que beaucoup de maladies ont été éradiquées, et en premier lieu la variole depuis les années 80. Et d'ailleurs, concernant le Covid, Scott Morrison, qui est le Premier ministre de l'Australie, il avait envisagé en septembre 2020 de rendre cette vaccination obligatoire à titre justement de la santé publique pour éviter la diffusion de ce virus et empêcher que les personnes saines ne deviennent malades. Ainsi, on pourra agir et pour préserver les personnes qui se font vacciner et pour préserver les personnes saines qui ne le sont pas encore, dans la mesure où lorsqu'on atteint un certain pourcentage de vaccination de la population, même les personnes qui ne se sont pas fait vacciner, elles pourront être préservées puisque le virus ne va plus diffuser dans la population. Est-ce que du point de vue halachique, il est fondé de rendre cette vaccination obligatoire? Un traité talmudique, le traité Baba Batra 8a, plaide en cette faveur. Il dit que lorsque les résidents d'une ville ont été sollicités pour participer aux frais de la construction ou de l'entretien d'une muraille qui est censée les protéger contre un fléau ou contre un ennemi, tous ces résidents sont tenus par la loi halachique de contribuer aux frais de la construction ou de l'entretien de cette muraille. Et donc, pour le Dayan Asher Weiss, qui est actuellement depuis 2013 le Rav de l'hôpital Shaare Tzedek de Jérusalem, pour lui, il y a lieu d'extrapoler cet enseignement qui est d'ordre financier à la crise sanitaire en disant que chacun doit y mettre du sien en se faisant vacciner pour permettre le bien-être collectif et éviter la contamination, notamment des personnes qui pourraient présenter un risque mortel en contractant cette maladie. La maladie du Covid, lorsqu'elle se présente sous une forme grave, entre donc dans le cadre de ce qu'on appelle sakanat nefashot, une maladie qui présente un danger mortel. Elle requiert donc tous les soins nécessaires pour la sauvegarde de sa propre vie et de la vie d'autrui. De ce fait, donc différentes tolérances religieuses sont acceptées et même recommandées. Nous avons tout à l'heure envisagé la profanation du Shabbat, mais aussi du jour de Kippour. Dans son commentaire de la Mishnah, le Rav Lipschitz, qui a vécu à Dantzig à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, au moment où la variole faisait des ravages en Europe, il a permis, ce Rav, d'inoculer, ce n'était pas encore l'époque de la vaccination, mais en inoculer
le pouls d'une lésion de la variole d'une personne qui était malade en l'inoculant à une personne qui était sainte. Et donc ce Rav, il a donné son aval pour qu'on puisse procéder à l'inoculation, même si cette technique pouvait impliquer un décès sur 1000 personnes vaccinées par ce virus de la variole. Parce qu'il faut rappeler qu'au XVIIIe siècle, d'abord 95% de la population en France a été touchée par la variole et que cette maladie provoquait un décès sur 10. Donc on pouvait prendre le risque de se faire vacciner par l'inoculation du pouls de la variole, même s'il pouvait impliquer la mort d'une personne sur 1000 des personnes vaccinées. La balance bénéfice-risque était donc favorable au vaccin. Il faut savoir donc que cette maladie, grâce à une grande campagne de vaccination qui a été menée par l'OMS, elle a permis l'éradication de cette maladie et on a cessé de pratiquer la vaccination dans les années 80 en France et dans tout le monde. La question qui se pose maintenant, c'est celle de la prise de risque a priori par le vaccin. Parce que lorsque la maladie nous envahit, nous sommes exposés à la maladie et il y a un certain risque de mortalité. Mais lorsqu'on est sollicité pour faire un vaccin, s'il y avait un risque de mortalité, nous le prendrions a priori alors qu'on n'en est pas tenu. Est-ce qu'on a donc le droit de prendre un risque a priori en se faisant vacciner? Cette question a été envisagée par le Razon Ish, Rav Avraham Yeshayahu Karlitz, il y a une 60aine d'années en Israël, et il a donné son aval dans un contexte d'épidémie à réaliser le vaccin en considérant que les personnes saines qu'on sollicitait pour se faire vacciner, dans la mesure où l'épidémie était galopante, on pouvait les considérer comme déjà malades, et donc la prise de risque du vaccin doit être comparée au risque mortel de la maladie, et bien sûr, cette balance bénéfice-risque est en faveur de la vaccination. Cette opinion s'impose, nous semble-t-il, pour les personnes à risque dont la mortalité est élevée, et même pour le tout venant, dans la mesure où une vague épidémique pourrait surcharger et saturer les hôpitaux, et donc les rendre incapables d'accueillir même les malades qui ne sont pas gravement atteints, et donc ils pourraient mourir. Compte tenu donc de cette situation, même si le vaccin présentait des effets indésirables et un risque mortel, on devrait se faire vacciner, donc compte tenu de la balance bénéfice-risque. Toujours dans ce contexte balance bénéfice-risque, le Rav Grozinski, qui a vécu en Lituanie au début du XXe siècle, il a été sollicité non pas pour la vaccination, mais pour une intervention chirurgicale d'un enfant dont la maladie l'exposait à une mort dans les 6 mois, alors que l'intervention chirurgicale pouvait d'une part hâter sa mort, si elle se passait mal, mais d'autre part, si elle réussissait, lui assurer la vie de quelques années supplémentaires. Et donc, on a posé la question, si on avait le droit de mettre en jeu la vie éphémère des 6 mois, ce qu'on appelle en hébreu Chayesha, au bénéfice d'une éventualité de quelques années de vie, et ce Rav Chaim Ozer a donné son aval à une telle opération. Qu'en est-il de consensus médical actuellement acquis par rapport aux hésitations de la population par rapport à la vaccination? En l'occurrence, donc pour le vaccin anti-Covid, toutes les autorités médicales nationales et internationales ont donné leur accord et leurs encouragements aux divers gouvernements pour promouvoir cette vaccination. Mais malgré ce consensus,
un certain nombre de personnes hésitent encore à se faire vacciner, d'une part craignant l'inefficacité du vaccin, mais plus encore en craignant les effets indésirables. Parmi ces populations, en France, 58% des Français témoignent de cette crainte, alors que dans le Royaume-Uni, 85% de la population sont pour, et qu'en Espagne, plus de 70% de la population est pour. Il faut noter que dans le passé, dans un texte de Voltaire, dans les lettres philosophiques, je crois que c'est la lettre 11, il fait part de la réticence des Français à se faire vacciner contre la variole, alors qu'en Angleterre, cette vaccination était promue et encouragée. D'ailleurs, les lettres philosophiques de Voltaire s'appellent aussi les lettres anglaises. Donc, c'est quelque chose qui est habituel en France, il y a une suspicion. C'est pourquoi d'ailleurs, le gouvernement a encouragé la formation d'un conseil citoyen constitué de 35 membres qui ont pour vocation de répondre aux craintes et aux suspicions de la population française par rapport à cette vaccination. Qu'en est-il de la halakha? Lorsqu'il y a discordance entre la population qui hésite à se faire vacciner et d'autre part les médecins ou les autorités gouvernementales qui au contraire recommandent cette vaccination. Le Rav Reicher, qui a vécu à Prague et à Metz au début du XVIIIe siècle, donc à l'époque de la variole, de même que le Rav David Zvi Hoffmann, qui a vécu à Berlin au début du XXe siècle et qui était le chef de la néo-orthodoxie allemande, les deux sont d'accord, ont été sollicités d'abord pour exprimer leur opinion dans ces cas de figure, et ils l'ont exprimé dans un cas d'espèce particulier. Il s'agissait d'un enfant qui devait subir une intervention chirurgicale et on ne savait pas s'il fallait prendre le risque ou pas. Et donc, ces autorités décisionnaires ont déclaré que si les 2/3 des médecins de la ville recommandent cette intervention, il fallait la pratiquer même contre l'avis des propres parents de l'enfant. Autrement dit, dès lors qu'il y a une majorité pour une pratique médicale, il n'y a pas lieu d'hésiter. En ce qui concerne le vaccin anti-Covid, il y a consensus médical et il y a consensus gouvernemental, du moins pour les personnes à risque. Là, il n'y a pas de discussion. Et d'ailleurs, confronté à cette même question, le grand rabbin d'Israël des années 1950, c'était le grand rabbin Yitzhak Halevi Herzog, le père d'un des anciens présidents de l'État d'Israël. Il avait exprimé son aval dans ce sens pour la vaccination. Il avait même insisté sur le fait que si la vaccination n'a pas pu être faite un jour ordinaire de la semaine, qu'on pouvait la faire le jour du Shabbat malgré l'interdit. Alors, abordons maintenant les effets indésirables liés à ce vaccin. Que pense la halakha des effets secondaires du vaccin? Nous avons dit qu'il n'était pas mortel, certes, mais qu'en est-il des effets secondaires plus ou moins bénins? Faut-il les traiter par le mépris, c'est-à-dire les endosser a posteriori s'ils sont présents et ne pas en tenir compte a priori, ou bien est-ce que ces effets secondaires peuvent-ils remettre en question l'opportunité d'une telle vaccination? Alors bien sûr qu'il y a lieu de distinguer entre les effets secondaires fréquents ou prévisibles et ceux qui sont rarissimes ou imprévisibles et pour lesquels on ne peut appliquer aucune mesure préventive. Dans la première catégorie, bien sûr, prend place le choc anaphylactique. Il s'agit d'une réaction allergique au vaccin.
Durant la première vague de vaccination qui a été faite aux États-Unis en décembre 2020, dans la semaine du 14 au 23 décembre 2020, aux États-Unis, on a vacciné à peu près 2 millions de personnes. Et on a relevé seulement 21 cas de choc anaphylactique, dont 3 ont dû être hospitalisés en soins intensifs et 18 en hospitalisation classique. Mais en aucun cas, il n'y a eu de mort. Tous ont été sains et saufs au bout de leur hospitalisation. Donc, on peut évaluer cet effet secondaire qu'est le choc anaphylactique à 11 cas de choc anaphylactique par million de personnes vaccinées. Néanmoins, il faut relever qu'il est important, quand on le compare à la vaccination antigrippale. Il est 10 fois supérieur à la vaccination antigrippale en termes donc de risque de choc anaphylactique, puisque dans le vaccin antigrippal, on relève seulement 1,3 choc anaphylactique par million de vaccinés. Donc, il est certain qu'un interrogatoire doit être mené avant toute vaccination pour relever les antécédents personnels ou familiaux d'allergie chez les patients candidats à la vaccination et donc en tenir compte. De toute façon, les médecins vaccinateurs, dans tous les centres de vaccination, il y a un kit de vaccination qu'on appelle Anakit, dans lequel se trouve de l'adrénaline, une ampoule d'adrénaline, de laquelle on n'injecte qu'un tiers dans un premier temps, et en général, c'est résolu. S'il faut, on peut injecter encore le deuxième tiers 15 minutes plus tard. En tout état de cause, il y a toujours dans ces centres de vaccination un véhicule du SAMU prêt à intervenir au cas où. Les autres effets secondaires de nature allergique peuvent être de l'urticaire, des lèvres gonflées, de l'éruption, une nausée, sensation d'étouffement ou gonflement de la langue. En tout cas, ils ne portent pas à conséquence, mais il faut veiller à laisser le patient vacciné durant 15 minutes au moins à proximité, pour voir si cette réaction allergique s'est déclarée. Au maximum, elle peut se déclarer jusqu'à 2h30 après la vaccination, mais en général, elle se fait dans les 15 minutes après la vaccination. L'allergène incriminé a été le polyéthylène glycol, qui est fréquent dans des produits domestiques tels que des shampoings, les dentifrices, ou dans des médicaments tels que les laxatifs. Mais dans ces usages, il ne donne pas lieu à des réactions anaphylactiques parce qu'il n'est pas injecté, alors que dans le vaccin, il est injecté, donc il est présent dans l'organisme tout de suite en une quantité qui n'est pas négligeable puisqu'il passe directement dans le tissu musculaire et puis après dans le sang. Pour ce qui est des effets secondaires imprévisibles et rares, on peut les traiter par le mépris. Dans la tradition juive, on préfère les traiter par la prière. C'est ainsi que dans le traité Brachot 60a, le Talmud prévoit une prière pour celui qui veut subir une saignée. La place de cette prière peut s'inscrire dans le cadre de la protection qu'assure la providence divine à ceux qui sont dans l'incapacité de gérer les aléas d'une situation donnée. Dans le Talmud, il est fait mention d'une expression en hébreu qui dit Shomer Petaim Hashem, et qui signifie en français Dieu garde, préserve les sceaux. C'est un verset en fait des psaumes 116, et le Talmud en fait usage à 5 reprises pour signifier qu'on peut prendre des risques, que ces risques peuvent être encourus lors de l'exécution d'une pratique médicale, par exemple, lorsque cette pratique a été expérimentée sans dommage par un grand nombre de personnes. Et je vous soumets les cas qui sont exposés par le Talmud pour après les comparer à la prise de risque de ces petits effets secondaires rarissimes et imprévisibles. Les cas présentés par le Talmud sont un peu curieux, ils sont donc au nombre de 5. Dans le traité Shabbat 129b, on trouve
qu'on peut pratiquer la saignée durant les heures paires du vendredi, alors qu'elles sont réputées dangereuses selon l'astrologie. D'autre part, dans le traité Yoma 72a, il est dit qu'on peut pratiquer la Brit Mila ou la saignée les jours de brouillard ou bien les jours où souffle le vent du sud, alors qu'il semble que ces journées soient de mauvais augure pour ces pratiques. Dans le traité Nida 31a, il est question de prendre le risque d'avoir des rapports intimes avec une femme enceinte le 90e jour de sa grossesse. Alors je ne sais pas d'où vient cette notion, mais visiblement il y avait un danger particulier ce jour-là. Donc le Talmud dit, Shomer Ptaim Hashem, Dieu garde des sceaux, on peut prendre ce risque. Quatrième occurrence se trouve dans le traité Avodah Zarah 30b, où le Talmud permet de consommer des figues et des raisins la nuit, bien qu'ils risquent d'être pollués par le venin de serpent, dans la mesure où ce risque est minime. Donc le Talmud prend le risque d'autoriser cette consommation. Enfin, cinquième occurrence, c'est dans le traité Yevamot 12b, dans lequel on nous dit qu'une femme dont la grossesse peut être dangereuse, elle peut avoir des rapports sans utilisation de tampons vaginaux, puisque ce risque est rare dans ces cas de figure, et Shomer Petaim Hashem. Donc dans tous ces cas de figure, le Talmud évoque ce verset pour tolérer ces pratiques malgré la prise de risque. Alors, quel est le point commun de toutes ces pratiques de toutes ces pratiques et des risques inhérents à ces pratiques? Pour le Rav Tzitz Eliezer, le Rav Waldenberg, qui était le Rav de l'hôpital Sharet Tzedek durant une trentaine d'années, il dit que ce principe de Shomer Petaim Hashem n'est applicable que lorsque le danger encouru n'est pas prouvé formellement. C'est le cas, par exemple, de cette saignée les jours pairs du vendredi, où c'est seulement l'astrologie qui dit qu'il y a un danger. Pour le Rav Auerbach, il dit qu'on ne peut, ce risque ne peut exister que ne peut être pris que lorsque les gens ignorent le danger et que ce danger n'est pas connu de tous. Et il donne l'exemple du tabac à l'époque, puisque ce Rav professeur Auerbach s'était exprimé en 1969 lorsque le danger du tabac n'était pas établi de manière formelle. Il disait qu'on pouvait fumer parce que ce danger n'était pas établi. Bien sûr, entre-temps, ce danger est établi par des études fiables et incontestables, donc il est interdit de fumer par la halakha. Mais à l'époque, il disait qu'on pouvait prendre ce risque. Rav Moshe Feinstein était de cet avis, en tout cas, il y a donc une soixantaine d'années. Troisième cadre de ce principe, lorsque le danger est établi, ce principe n'est pas appliqué lorsqu'il y a un danger qui est interdit par la halakha. Par exemple, dans le Mishneh Torah, Ilchot Seyar, chapitre 11, Maïmonide dit qu'il est interdit de boire de l'eau d'une carafe restée découverte durant la nuit parce qu'il y a éventualité qu'un serpent soit passé par là et qu'il ait déposé son venin. Mais quand il y a petite probabilité, on a le droit de prendre le risque, mais pas lorsqu'il y a une probabilité qui est de l'ordre donc du dépôt du venin d'un serpent dans ce récipient d'eau. Autre circonstance que propose Rav Chaim Halevi, il nous dit que ce principe donc de prise de risque n'est possible que lorsque le danger relève de la spéculation irrationnelle qui s'appelle en hébreu une ségoula, mais non pas lorsque le risque est attesté par des preuves ou lorsqu'il est visible. Enfin, le Rav Chaim Yosef David Azoulay, le Chida, dit que la prise de risque ne peut être légitime que dans les cas que le Talmud a cités, où
dans les cas que les commentateurs médiévaux ont cités et non pas dans d'autres situations. Mais après donc cet inventaire exhaustif de Shomer Pethaim Hashem, qu'en est-il de la prise de risque par rapport aux effets secondaires du vaccin anti-Covid? Sachant qu'ils sont minimes au jour d'aujourd'hui, on peut dire que le principe de Shomer Pethaim Hashem, que Dieu garde les sceaux, s'applique, d'autant plus qu'il est légitime et opportun dans cette situation, avant de se faire vacciner, de faire cette petite prière qui consiste à demander à Dieu de nous épargner ces risques, ces effets secondaires imprévisibles et rares qui sont toujours possibles lors de cette vaccination comme lors de vaccinations déjà éprouvées. Ce que l'on peut dire en conclusion, c'est que la vaccination a fait ses preuves à titre individuel et à titre collectif. Ne prenons pour exemple que celui de la variole où cette maladie a été éradiquée. Prenons également comme exemple la vaccination contre la rubéole. Celle-ci, vous savez que la rubéole existe encore et en grand nombre, et il y a des centaines, des milliers de morts chaque année dans les pays sous-développés où la vaccination anti-rubéole n'est pas pratiquée. Et donc, cette maladie fait encore chaque année, actuellement, à peu près 200 000 enfants morts par la rubéole. En 2006, le chiffre exact était de 242 000 enfants morts, c'est-à-dire 663 décès par jour, c'est-à-dire 27 décès par heure. En 2019, on a comptabilisé 207 500 morts par la rubéole. Ce nombre donc a diminué par rapport à 2006, mais il faut noter qu'entre 2016 et 2019, en 3 ans, il a augmenté de 50%, tout simplement du fait de la baisse de la vaccination. Parce que la couverture vaccinale contre la rougeole, elle doit être de 95% pour maîtriser cette maladie et prévenir les flambées épidémiques qui sont donc cause de décès. C'est dire que la vaccination est toujours une prévention par rapport à sa propre santé et par rapport à la diffusion du virus dans la population. Donc, elle relève de la santé publique. Et à ces 2 titres, la vaccination anti-Covid s'impose aujourd'hui et sur le plan éthique et sur le plan halachique. Voilà, je vous remercie de votre attention.